Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des nombreux événements économiques qui viennent de se produire à travers le monde et également bien sûr en France. Au niveau du secteur de l'immobilier également, beaucoup de statistiques ont été publiées. Alors on l'a vu, c'est vrai qu'on l'a annoncé ici même que le PIB du troisième trimestre devait baisser. L'INSEE dans un premier temps avait annoncé une hausse. Finalement ça y est, elle a révisé ses statistiques. Le PIB français a bien baissé au troisième trimestre. Ça veut dire que la récession malheureusement nous menace. On a également les chiffres de l'inflation en France et dans la zone euro qui baissent. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et bien sûr on parlera de la non-dégradation de la note de la France qui normalement aurait dû avoir lieu, mais encore une fois les agences de notation ont fait preuve de leur manque de vision, j'ai envie de dire, ou de crédibilité. Et donc là aussi, est-ce que c'est une bonne nouvelle? On va voir tout ça parce qu'il y a beaucoup quand même d'événements. Et donc cette question, est-ce qu'on n'a pas le risque maintenant que l'inflation recule, d'avoir une grave récession qui arrive, évidemment au niveau de la France, au niveau du secteur de l'immobilier, donc quid pour notre épargne, pour nos investissements, et également au niveau de la zone euro. Il y a les derniers chiffres des directeurs d'achat qui viennent de sortir pour l'ensemble de la planète. On verra ça également dans le détail. Alors on commence tout de suite parce que donc le programme est chargé avec cette baisse de l'inflation. C'est vrai qu'a priori c'est une bonne nouvelle. Alors on vous l'annonçait évidemment ici même dès le début d'année. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines pour rappeler les prévisions du début d'année 2023 où mécaniquement l'inflation baisse. Ben oui, parce que l'inflation, c'est ce qu'on appelle un glissement annuel des prix à la consommation. Donc on compare les prix donc au mois de novembre 2023 par rapport à novembre 2022. Et comme en fin 2022 les prix avaient complètement flambé, aujourd'hui ça augmente un peu moins, voire ça baisse légèrement. Donc mécaniquement le glissement annuel, la variation annuelle des prix est sur une tendance baissière. Donc là on le voit sur le chiffre du mois de novembre, on a toujours un petit écart entre l'inflation aux normes françaises et aux normes européennes, 3,4% aux normes françaises, la courbe bleue, 3,8% aux normes européennes. Donc la France a quand même toujours une inflation largement supérieure à la barre des 2% pour le moment, et on a également une inflation qui est très supérieure à celle de la zone euro. On voit l'inflation de la zone euro qui est donc à 2,4%, nous donc on est à 3,8% aujourd'hui en normes européennes, donc 1,4 point d'écart. Il y a toujours cet écart entre la courbe rouge et la courbe bleue. La courbe rouge c'est l'inflation française, la courbe bleue c'est celle de la zone euro, donc on voit bien qu'on a ce décalage. Et si on regarde parallèlement sur l'ensemble de la zone euro, tous les pays de la zone euro, la France est toujours là aussi un des leaders de l'inflation de la zone euro. Ça nous change des discours d'il y a quelques mois où on disait oui, la France est le pays où il y a le moins d'inflation dans la zone euro. Ce n'est plus du tout vrai. Ça fait déjà plusieurs mois où nous sommes autour de la 6e place en termes de pays où il y a la plus forte inflation. On voit donc qu'il y a la Slovaquie, la Croatie, l'Autriche, la Slovénie, l'Estonie, et donc nous, la France, à 3,8%. Donc on voit ensuite pas mal de pays qui sont sous les 3%. Bien sûr, donc la zone euro à 2,4%. Et puis on a toujours la Belgique où les prix baissent. On est à donc moins 0,7% donc de déflation, de baisse des prix, voilà, Italie, Finlande, etc. L'Allemagne, on a une inflation bien inférieure à celle de la nôtre, où donc l'inflation reste quand même élevée. Là, évidemment, c'est le problème de dire qu'aujourd'hui, l'inflation française est donc plus forte que dans beaucoup de pays de la zone euro. Et d'ailleurs, quand on parle de la baisse de l'inflation, les prix ne baissent toujours pas vraiment. Ils ont baissé de 0,2% à peu près au cours du mois de novembre, selon l'INSEE. Mais on voit bien, si vous voyez la tendance, on est toujours sur une augmentation des prix. Ça, c'est les prix en France, de 14,7% de janvier 2021 à novembre 2023. Alors que donc, sur les années présentes, on avait fait seulement 9% de hausse, donc de janvier 2012 à décembre 2020. Donc là, on voit bien cette inflation qui reste quand même très élevée. Les prix continuent d'augmenter. Vous voyez, ça baissote un tout petit peu, mais ça reste quand même toujours très élevé. On est loin encore de retrouver les prix, on ne les retrouvera pas d'ailleurs, d'avant, évidemment, la flambée de 2022. Donc l'inflation est bien là, elle est en train de s'installer, et parallèlement, eh bien, si on regarde le détail de l'inflation française, donc sur le mois de novembre, donc là on a l'inflation globale, vous voyez, on passe de 4 à 3,4%. Si on regarde l'alimentation, regardez bien, ça n'a quasiment pas baissé, on était à 7,8%, alors c'est vrai qu'il y a un an on était à 12,1%, 7,8%, 7,6%, donc aujourd'hui, l'inflation reste quand même très élevée sur le secteur de l'alimentation, et les produits frais, regardez, on était tombé à 1,1 le mois dernier, là on remonte 6,6% d'inflation. Donc vous voyez que, attention, l'inflation est toujours là, on l'a pas encore complètement, elle n'a pas disparu, d'ailleurs elle va pas disparaître complètement parce qu'il y a toujours des effets décalés dans le temps avec une répercussion donc à la hausse sur les prix. Ça va commencer vraiment à baisser plutôt en 2024, on verra ça tout à l'heure. Sur l'énergie, on est à 3,1%, produits manufacturés, là ça baisse, on est à 1,9%, et si on regarde les services, 2,7%. Donc on se rend bien compte que c'est toujours l'alimentation qui reste malheureusement le pic, je dirais, c'est ce qui effectivement nous fait mal à l'ensemble des Français, puisque, comme vous le savez, l'inflation c'est un indicateur global, donc c'est une moyenne, mais on n'achète pas tous les jours des ordinateurs ou des téléphones. Par contre, on achète tous les jours des biens alimentaires, des produits frais, et c'est là où ça augmente toujours fortement, d'où cette déconnexion entre guillemets entre les chiffres affichés et les chiffres réalisés. C'est un peu comme la météo, il y a les températures affichées, les températures ressenties. Là c'est pareil, on a une inflation affichée
qui baisse, mais le ressenti, elle est toujours extrêmement élevée, notamment pour les biens du quotidien, pour les biens de l'alimentation, donc qui génère également des tensions sociales et sociétales, parce que comme effectivement la part de l'alimentation en moyenne c'est autour des 19%, mais pour les ménages modestes c'est autour des 50%, donc cette inflation elle reste toujours très inégalitaire, elle accroît malheureusement encore les inégalités aujourd'hui en France et elle fait souffrir notamment, je dirais, les classes moyennes, voire en deçà, et donc elle appauvrit également les classes moyennes, ça c'est extrêmement dangereux pour la stabilité sociale et sociétale de notre pays. Alors si on continue maintenant pour voir la suite de l'inflation française, eh bien on voit que on se compare, vous savez, toujours à des pays qui n'ont pas fait le bouclier tarifaire, par exemple l'Espagne ou la Belgique. Donc on voit bien l'évolution depuis le début 2022, le début de la forte hausse des prix. En France, ça augmente toujours de 10,7%, en Espagne 9,7%, un point d'écart, et en Belgique 8,7%. Pourtant dans ces pays-là, il n'y a pas eu, comme vous le savez, donc de bouclier tarifaire, mais l'inflation est plus forte aujourd'hui en France que dans ces pays-là, ce qui montre bien que ça n'a pas été efficace, parce qu'une fois qu'on enlève ces boucliers, ces chèques, etc., ces protections, et finalement l'inflation est encore plus forte. Donc on paye, je dirais, la double peine. Alors ça c'est effectivement sur l'inflation, mais donc comme j'évoquais tout à l'heure, l'INSEE a donc révisé ses chiffres. Alors c'est vrai, excusez-moi, comme j'ai eu beaucoup de critiques et on a essayé même de faire pression, on va pas dire qui, sur moi pour dire arrêtez de dire que le PIB a baissé, c'est pas vrai, il n'a pas baissé au troisième trimestre, l'INSEE a dit plus 0,1. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour tout vous dire, peut-être on a refait les calculs à l'INSEE, peut-être que nos messages, nos vidéos, grâce à vous, ont porté leurs fruits. Toujours est-il que l'INSEE a révisé ces chiffres du troisième trimestre et donc le PIB français a bien baissé de 0,1% au cours du troisième trimestre 2023. Et encore, quand on regarde le détail des chiffres, la consommation augmente toujours de 0,6%. Vous vous souvenez, il y a eu on a refait complètement la définition, la mesure, la méthodologie de la consommation, donc notamment sur l'alimentation, ce qui a fait un petit peu gonfler l'alimentation, plus 0,6% au troisième trimestre. Donc attention, c'est-à-dire qu'au quatrième trimestre, il va y avoir une nouvelle baisse du PIB. Donc nous sommes bien sur 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, ça veut dire une récession. La définition technique de la récession. En tout cas, on a bien ce moins 0,1%, comme quoi, vous voyez, la vérité finit toujours par l'emporter. Là, on n'en a pas entendu parler. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais la récession est bien là. Et en fait, c'est un petit peu logique. Quand on a une phase de forte inflation, eh bien, ça casse la demande, ça casse la consommation, et ça se termine toujours par une phase de récession. C'est ce qu'on est en train de vivre malheureusement aujourd'hui. Et si on regarde les indicateurs des directeurs d'achat notamment, ou de l'INSEE, alors sur le mois de novembre, ils viennent de sortir, ça vient d'être confirmé, indicateur composite, vous voyez, on est à 44,6, donc c'est la courbe rouge ici, courbe bleue, c'est le glissement annuel du PIB. On est toujours sur une baisse de 2 à 4% du PIB français en glissement annuel. Alors peut-être qu'on aura moins, mais toujours est-il qu'on aura bien cette nouvelle baisse du PIB au quatrième trimestre. Donc oui, la France est bien entrée en récession. Il faut arrêter de tourner autour du pot, de masquer la réalité, ce déni de réalité est dramatique à tous les points de vue, et on le voit bien ici. Donc oui, la France est en récession malheureusement. Et d'ailleurs, si on fait un petit tour mondial des indicateurs des directeurs d'achat, vous savez, les fameux PMI, donc composite, tout secteur d'activité, alors ça ralentit partout. Donc là, on voit les chiffres qui viennent de sortir à l'instant. Donc, alors, il y a toujours 2 pays qui s'en sortent bien pour l'instant, c'est l'Arabie Saoudite et l'Inde. Les indicateurs, vous voyez, largement au-dessus de la barre des 50. Je vous rappelle l'enquête. Au-dessus des 50, c'est la croissance. En deçà, c'est le recul de l'activité. Si vous voulez avoir plus de 3% de croissance, il faut avoir un niveau de 55 à peu près. Donc là, on n'a que 2 pays qui ont ça. Donc Arabie Saoudite, Inde. Après, la Russie qui était à 53,6 a baissé un petit peu, 52,4, mais c'est toujours en croissance. On a l'Irlande qui fait un petit rebond. La Chine également, léger rebond, et ça reste également très fragile, 51,6. États-Unis, Royaume-Uni, là aussi, c'est toujours très fragile, tout juste au-dessus de la part des 50. On n'a pas encore l'indice monde, mais on sera également vraisemblablement autour des 50, donc autour de la stagnation économique. Et si maintenant on regarde malheureusement les pays qui sont en récession, où la récession continue, eh bien voilà, on a donc Afrique du Sud, Espagne, le Japon qui donc lui est repassé, vous voyez, en phase de récession, Italie, l'Allemagne, la zone euro, l'Australie, ça ralentit également très fortement en Australie, ça même la récession s'aggrave, et puis bien sûr toujours la France qui reste donc la lanterne rouge des grands pays qui publient des indicateurs des directeurs d'achat, 44,6, donc c'est toujours un plus bas depuis donc novembre 2020 hors septembre 2023, donc c'était encore le deuxième confinement, va-t-on dire, donc on se
rend bien compte que la France aujourd'hui est toujours dans une récession qui dure depuis le mois de juin dernier. Si on regarde les indicateurs des directeurs d'achat, la France est bien la lanterne rouge de l'économie mondiale. Donc il faut arrêter donc là aussi ce déni de réalité, ça va mal, il faut regarder en face pour prendre effectivement les bonnes décisions. On va s'en sortir, hein, les crises sont toujours des phases d'opportunité, mais si on ne donne pas le vrai diagnostic, on est sûr de ne pas s'en sortir et d'avoir évidemment des mauvaises surprises. Donc quelles seront les conséquences de la récession? Évidemment, elles ne sont pas joyeuses, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Donc déjà, on le voit aujourd'hui, il y a des faillites d'entreprises qui sont en train d'augmenter, d'exploser. On avait parlé il y a quelques semaines sur les chiffres de la Banque de France, on aura les nouveaux dans 15 jours à peu près. Les faillites d'entreprises, les défaillances d'entreprises explosent malheureusement largement au-dessus des niveaux de 2019, et notamment pour les moyennes entreprises, c'est assez dramatique. Donc, entreprises qui disparaissent, c'est-à-dire destruction d'emplois. On a vu la semaine dernière le chômage qui évidemment est en train d'augmenter. Si le chômage augmente, ça veut dire qu'il y a moins de revenus, donc moins de consommation, moins d'activité. Vous voyez, on est dans un cercle pernicieux extrêmement dangereux pour la France et également pour la zone euro. S'il y a moins de croissance et plus de chômage, ça veut dire donc plus de dépenses, moins de recettes fiscales. Donc les déficits qui sont déjà énormes, on l'a vu c'est la semaine dernière, vont encore continuer d'augmenter. C'est vrai qu'on a eu un déficit dramatique, on est à 180, quasiment 180 milliards d'euros de déficit budgétaire uniquement sur les 10 premiers mois de l'année. Donc on est sur des sommets historiques en France, uniquement pour le budget de l'État. Donc ça montre bien que là aussi, on dérape complètement sur les comptes publics. Et malgré ça, on n'a pas été dégradé, ça on le verra tout à l'heure. Mais bon, si on a des déficits publics et donc une dette publique qui reste élevée, bien les taux d'intérêt, même s'ils ont un petit peu baissé, vont quand même rester élevés sur les obligations d'État et sur les crédits. Et donc si les crédits sont plus chers, ça veut dire baisse de l'investissement des entreprises et des ménages, et également de la consommation. Et que ce qui alimente la récession, à la fin du fin, malheureusement, on a évidemment cette récession qui alimente une baisse des prix. Pour l'instant, c'est vrai que c'est une baisse de l'inflation, ce qu'on appelle une phase de désinflation. Par contre, on pourrait tomber dans une phase de déflation. Ça veut dire de baisse de prix. Oui, faute de combattants, le combat c'est ça, comme on dit, c'est-à-dire que globalement, une fois que les prix ont trop augmenté, qu'il y a une récession, les producteurs, les distributeurs sont obligés de baisser leurs prix parce qu'il n'y a pas de consommation en face. Donc c'est ce qui pourrait arriver à partir de la mi-2024. Donc là oui, l'inflation baissera fortement, mais ça ne sera pas malheureusement une bonne nouvelle. Et alors, on a également ce phénomène qui s'observe, bien sûr le secteur de l'immobilier, là aussi les chiffres viennent de sortir, c'est de mal en pis, hein. Tous les mois on regarde l'évolution des prix de l'immobilier en France, donc là c'est les indices de meilleurs agents, donc si on voit sur Paris, regardez bien, on est à 9 686 €, regardez bien, moins 11,2% de baisse, Boulogne moins 15%, Montreuil moins 12,9%, voilà ça baisse partout, même Nice où ça a monté, on est à moins 2,5 maintenant par rapport au plus haut, hein, bien entendu, Lyon moins 15,3%, c'est le prix donc, des appartements, hein, dans les villes de plus de 100 000 habitants, Bordeaux moins 4,5, voilà, même Strasbourg moins 5,6, donc ça baisse partout et ça s'aggrave pour une raison simple. C'est qu'on a cette augmentation des taux d'intérêt qui est toujours là, même si ça a un petit peu baissé ces dernières semaines, mais les taux d'intérêt sont toujours trop élevés. Et d'ailleurs, si on voit les chiffres des notaires qui viennent de sortir pour le 3e trimestre, donc là évidemment c'est les ventes qui ont été effectuées, parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup de biens qui ne peuvent pas se vendre, donc ce qui veut dire qu'on ne voit pas la réalité des prix, mais même les chiffres des notaires, ça c'est très nouveau, regardez bien, en 3 trimestres, c'est la courbe bleue ici, ça a baissé de 2,1%, on n'a plus vu ça, vous voyez, depuis les dernières phases de dégonflement de bulles, que ça soit ici donc en 2011-2012 ou encore en 2008. Donc ce qui veut dire qu'attention, après cette forte augmentation de 34% des prix, ça va baisser assez nettement. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt, la courbe rouge ici, plus les taux d'intérêt augmentent, plus la courbe rouge baisse, ce qui annonce évidemment une baisse de la courbe bleue, c'est-à-dire des prix de l'immobilier. Donc ça pourrait être bien plus profond. On voit qu'à Paris, on est déjà donc sur 12% de baisse, mais on pourrait avoir 15% au niveau national, ce qui évidemment est un drame parce que ça concerne l'ancien, mais également le neuf. Hein. Beaucoup de promoteurs immobiliers ont d'énormes difficultés aujourd'hui parce qu'ils ont produit à coûts très élevés, parce que les coûts des matières premières ont augmenté, et malheureusement aujourd'hui, faute de crédit, ils ne trouvent pas preneur, ils n'arrivent pas à vendre ces biens produits, et ça c'est extrêmement dangereux parce que derrière, il y a bien sûr beaucoup d'entreprises qui risquent de faire faillite, énormément d'emplois. 300 000 emplois aujourd'hui sont menacés dans le secteur du bâtiment. Vous connaissez le dicton, quand le bâtiment va, tout va, quand il ne va pas, rien ne va plus. Et c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui pour l'économie française, pour le secteur du bâtiment. En plus, on a toujours donc des règles extrêmement tatillonnes de notre cher gouvernement, et ce qui n'est pas là pour arranger les choses. Alors on va dire oui, on va pouvoir octroyer des prêts sur plus long terme, etc. Mais enfin, ça reste évidemment marginal, parce qu'on a un problème structurel.
de prix qui ont été trop élevés, de tracasseries administratives beaucoup trop fortes pour produire ces logements, et donc ce qui fait qu'attention, la baisse des prix va continuer sur l'ancien, mais également sur le neuf. Donc on va malheureusement souffrir. Je pense que ça va continuer jusqu'à la fin 2024. Après, normalement, ça pourra repartir à la hausse, notamment via la baisse des taux d'intérêt qui se produira à partir du second semestre 2024. Donc pour 2025, ça pourrait aller mieux, du moins nous pouvons l'espérer. Alors, on va terminer bien sûr avec cette non-dégradation de la note de la France, parce que c'est vrai que dans ce contexte, récession, dette publique qui explose, inflation qui baisse, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, on a donc stock d'immobilier qui souffre. La note de la France n'a pas été dégradée par Standard & Poor's, on a toujours le double A, ce qui est très bien, mais vous voyez, ça dénote complètement avec toutes ces performances, entre guillemets, je les avais déjà présentées, mais je les rappelle, numéro 1 mondial de la pression fiscale par rapport au PIB, numéro 1 mondial des dépenses publiques par rapport au PIB, numéro 1 européen donc de l'augmentation de la dette publique, rappelez-vous, 64% de hausse depuis 2012, contre 19% de hausse en Allemagne, plus de 3 fois plus, c'est quand même assez incroyable, mais non, on ne dit rien, non, on mérite toujours notre double A, numéro 3 européen du ratio dette publique par rapport au PIB, on a vu donc les plus mauvais indices PMI, en termes de taux de chômage, le numéro 3 européen, et ça va malheureusement pas s'améliorer. On a toujours une forte inflation, numéro 6, et également, bien sûr, complexité du marché du travail, on vient de le voir, qui est dramatique. Donc tout ça, malgré tout ça, nous sommes toujours double A. Bon, c'est formidable, sauf que évidemment, ça a fait un petit peu baisser les taux d'intérêt, mais bien sûr, ce qu'on appelle un aléa moral, puisqu'il n'y a pas de sanctions, mais évidemment, nos dirigeants n'ont pas intérêt, finalement, à changer leur stratégie, vont continuer à augmenter les déficits, à augmenter la dette, à augmenter les dépenses publiques, tout ça avec très très peu de conséquences positives pour l'activité, c'est tout le problème, La dette publique a augmenté de quasiment 700 milliards d'euros depuis le début 2020, alors que le PIB a augmenté de moins de 300 milliards, inflation comprise, sur la même période. Il manque 400 milliards. Donc voilà, bon, alors c'est bien beau de dilapider, mais il faut une sanction. On comprend bien pourquoi les agences de notation ne l'ont pas fait. D'ailleurs, ça montre bien qu'elles ne sont pas très crédibles. C'est un peu comme la cavalerie. On l'a vu avec les subprimes. Rappelez-vous qu'elles notaient des produits subprimes, des titres subprimes, titres triple A, ça veut dire sans risque, vous vous rendez compte. Donc on pensait qu'elles avaient changé, en fait elles n'ont pas vraiment changé. Il y a toujours ce manque de crédibilité, parce qu'on se dit, si jamais on dégrade la note de la France, ça va générer une hausse des taux d'intérêt, peut-être une crise en Europe, parce que c'est le moment, etc. Oui, mais comme ça arrivera inévitablement, quand ça arrivera, ça fera mal, comme ça a été le cas en Grèce. Si on avait réagi avant, peut-être que les Grecs auraient eux aussi réagi avant. Nous, on ne le fait pas, donc la France, aujourd'hui, est en extrême danger, ce qui veut dire que on sera dégradé inévitablement, mais ça risque de faire mal, avec en plus cette récession. Tout ça parce que nos dirigeants n'ont pas eu le courage de dire la vérité aux Français et de prendre, évidemment, les bonnes mesures adéquates, comme on l'a expliqué, il y a 2 vidéos sur les mesures à prendre pour sauver l'économie française. Alors, comme d'habitude, on termine avec une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Alors, elle est un peu spéciale parce que c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est vrai que c'est pour ceux qui nous écoutent. On vous disait qu'il fallait acheter de l'or il y a quelques mois encore, la fameuse poire pour la soif. Et donc l'or vient de battre un nouveau record, 2117 $ l'once. Donc ça a été le 3 décembre 2023. Alors pourquoi effectivement, donc 2023, pourquoi effectivement, je dirais, on me dit toujours vous mettez en dollars, parce que c'est le marché effectivement qui est comme ça, mais là aussi en euros, on est toujours sur des niveaux très élevés, donc ce qui veut bien dire que ce record historique montre que les marchés sont toujours inquiets, parce que c'est vrai que les marchés boursiers continuent finalement à bien se comporter, mais quand même les investisseurs se disent « Oula, la poire pour la soif, il faut se prémunir, il y a des dangers énormes d'un point de vue géopolitique, mais également économique, à cause de cette récession qui est là en France et qui pourrait se généraliser ». Elle est là donc en France et en zone euro, elle pourrait se généraliser au niveau mondial, donc soyons extrêmement prudents. Voilà pourquoi l'or, donc ceux qui nous ont écoutés, tant mieux évidemment, ça va certainement encore continuer. Restez prudents quand même, ne mettez pas tout en or, parce que espérons que demain ça ira mieux à partir de 2025, donc là l'or pourra repartir à la baisse, mais c'est vrai qu'à court terme, soyez prudents sur les marchés boursiers, toujours la poire pour la soif sur l'or, et on garde évidemment cette récession en France. Espérons qu'on s'en sortira, ça prendra du temps, mais ne l'oublions pas, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Simplement, il faut voir la réalité en face. C'est ce que nous faisons ensemble sur cette chaîne. Merci encore pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, pour vos abonnements. Faites abonner, c'est important justement qu'on est bientôt à 112 000 abonnés, c'est formidable. Merci encore, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.